avoir des chiffres dans les semaines qui viennent. Moi, je suis très clair. Si ces chiffres-là, si ces chiffres-là ne nous démontrent pas que l'ISF permet de remettre des capitaux dans le pays, alors il faut rétablir l'ISF. Point barre. Tout le monde n'est pas d'accord dans mon parti, moi j'ai aucun souci. Quand je dépose là, la semaine prochaine, mardi prochain, je regarderai sur le site de l'Assemblée, je dépose une proposition de loi pour les sans-abri. Je ne l'ai pas fait au moment des Gilets jaunes, ça fait 2 mois et demi que j'y bosse. Pour faire en sorte que les maires puissent réquisitionner tous les biens publics et certains biens privés lorsqu'il y a besoin de loger des personnes qui sont en train de crever dans la rue. Attends, je l'avais Pierre 54, c'est ça exactement. Exactement. Mais sauf que l'appliquer cette loi, pourquoi l'appliquer non, pas mais par exemple, dans cette loi-là, ce ne sont pas les maires qui réquisitionnent, ce sont les préfets. Ouais. Sauf que les préfets, ils réquisitionnent jamais, quasiment jamais. Si c'était les maires réquisitionneraient parce qu'eux, ils ont un sens de l'intérêt général et l'action qui est très différent. Et par ailleurs, on n'a pas le droit de réquisition sur les biens publics, parce que comme ce sont les préfets qui réquisitionnent, ils ne peuvent pas réquisitionner eux-mêmes des biens publics. Donc ça, c'est une proposition que je viens de terminer. Je vais la déposer à 4 collègues mardi matin. Je pense qu'il y a des députés de droite qui ne seront pas d'accord. Pas pour faire crever les gens dans la rue. Seulement, il y a des députés de droite qui vont venir réquisitionner des biens qui appartiennent à des entreprises. Oui, mais je m'en fous. Je la déposerai mardi parce que je ne supporte pas traverser le Paris et voir des mecs qui sont dehors. C'est tout. Et je considère que c'est fondamental et on doit réquisitionner, y compris les locaux administratifs. On a dans le département ici, et on a dans certains arrondissements de Paris, des immeubles entiers qui appartiennent à l'administration, qui sont chauffés, et on a au pied des femmes, des gamins et des mecs qui crèvent dans la rue. Bon voilà, donc on réquisitionne, et à la campagne aussi, de la même manière. Mais regardez quelques bâtiments, si vous voulez trouver les bâtiments vides de l'administration à Cahors, à Gourdon et à Figeac, qui sont plus par les immigrés. Ouais, enfin écoutez, à Paris, ce que je peux vous dire, c'est que ceux qui sont... Enfin, moi, je vais vous dire une chose, et ça, je la pense profondément. Quand quelqu'un est sur un trottoir, il fait moins de 10 degrés, je me fous de savoir d'où il vient, il sera traité comme les autres après. C'est-à-dire que s'il est en situation irrégulière, il sera, au regard de la loi, peut-être expulsé, j'en sais rien, mais en tout cas, personne ne crève sur un trottoir. Et donc, cette proposition-là, moi, je vais la déposer là. Et je dis, s'il y a des collègues députés qui ne sont pas d'accord, on est 4 collègues députés à le déposer. Quand il y a quelques mois, j'ai fait une proposition de loi sur le handicap, que tout le monde est d'accord, les communistes, les insoumis, les socialistes, les centristes, le Front National aussi, tout le monde était d'accord sur cette loi-là, et qu'elle est rejetée par le groupe de la majorité, et voilà, j'ai l'impression de faire mon jour de député parce que ce que j'ai proposé dans la proposition de loi, c'est ce que j'entends tous les jours. Je reçois 40 personnes par semaine dans mon bureau. Je le faisais comme maire, je le fais comme député. 40 galères par semaine. 40 femmes, 40 mecs qui ont des situations invraisemblables. Mais je peux vous assurer que j'ai 2 personnes qui bossent avec moi. Ça, c'est une partie des privilèges des députés, d'avoir une enveloppe pour payer ses salariés. La dernière fois, j'entendais ça aussi. Enfin, excusez-moi, mais je paye 4 salariés, oui, qui sont payés, quoi, et qui sont payés à un niveau qui n'est pas un niveau exceptionnel. Ça fait partie des enveloppes auxquelles on a droit. Mais ces 4 salariés, vous voyez, eux, ils bossent pour faire en sorte que ces dossiers soient traités. Encore la semaine dernière sur les questions de handicap, etc. Je ne fais pas tout parfaitement, mais voilà, il y a beaucoup de revendications que vous avez, que j'ai partagées sur le référendum. Moi, j'ai dit depuis le début, même sur les sujets qui vous concernent, notamment le carburant, la taxe carburant, s'il faut faire un référendum banco, on fait un référendum, j'ai pas de problème. Bon, voilà. Et ensuite, pour le reste, moi, l'augmentation du SMIC, l'augmentation de la prime d'activité, je ne sais pas si vous avez tous bien perçu le sujet, et on a quand même quelques soucis. La prime d'activité, ça ne fait pas partie du salaire, ça veut dire que ça ne fera pas augmenter généralement les salaires. Ça touche pas tout le monde. Ça touche pas tout le monde. Ça va pousser à supprimer d'autres prestations qui sont utiles. Et surtout, un point de détail, c'est que si vous percevez la prime d'activité 4 ans de suite, ou même une année de suite, peu importe, elle n'est pas comptabilisée dans la pension de retraite. C'est-à-dire que la prime d'activité, il n'y a pas de cotisation retraite dessus. Alors que ça doit faire partie des trucs avec chômage, dans la sécurité fiscale. On est d'accord. Et donc moi je considère que le niveau d'augmentation, je ne sais pas si c'est le SMIC, parce que fabriquer un pays de SMICard à plus 100 le SMIC, moi je ne vois pas bien le sujet. Par contre je pense que sur les revenus généraux et le salaire en général, on a un vrai sujet. Et je peux même vous dire que sur ce sujet des salaires en général, vous avez des types de droite, avec qui j'ai pas toujours des points d'accord sur ces questions économiques, qui sont des très libéraux, qui sont eux-mêmes, la semaine dernière, dans une réunion de travail qu'on avait, en train de nous dire, oui, on a un vrai problème avec le niveau général de nos salaires dans le pays. Et vous regardez d'autres pays très libéraux, pas très libéral, bon, très libéraux voisins, le niveau du salaire est beaucoup plus élevé. Donc on a un sujet sur le niveau général des salaires. Et ça, c'est une question qu'on doit aboutir là, immédiatement, en dehors de la prime d'activité qui va régler
que dalle. Oui, mais justement, vu que depuis 40-50 ans, c'est pas le fait, 40-50 ans que personne n'est arrivé, à part des individus qui veulent comme toi le faire, si la voie globale, la classe politique n'a pas voulu gérer ça, on a besoin du référendum d'une identité citoyenne pour imposer des lois dont le peuple a besoin, et pas dont les élites ont besoin. Quoi. On a donné tellement de prérogatives à l'Europe. Donc, est-ce que la France, en tant que telle, peut encore, mais au niveau économique, alors après, le président, si demain il veut mettre 500 € sur le SMIC, il ne peut même pas. Parce que ils ont donné le pouvoir à l'Europe. En Espagne, ils ont demandé le SMIC de 23%. On a encore une vraie capacité d'action nationale. Je vais vous donner un exemple qui vous paraîtra anecdotique, mais il y a vous savez, le système qui concerne nos pompiers, le système de volontariat, de sapeurs-pompiers volontaires, etc. Il y a quelques semaines, une instance européenne décide que tous les pompiers volontaires doivent devenir des travailleurs, c'est-à-dire avec toutes les contraintes du travailleur. Alors que moi j'ai été pompier, je suis engagé comme sapeur-pompier, je n'étais pas engagé pour être travailleur, j'étais engagé pour être volontaire. C'est très différent, c'est une action bénévole. Ça c'est une décision européenne. Et ça fait 6 mois qu'on se bat à l'Assemblée nationale pour dire qu'il faut absolument qu'on trouve des sécurités pour que les cours de justice européenne ne nous imposent pas un modèle qui est pas le nôtre. En France, on a un modèle qui est celui des sapeurs-pompiers volontaires, de l'homme, de la femme qui a envie de s'engager, donner du temps, qui a envie d'être rémunéré comme un travailleur pour ça. Il faut nous permettre de conserver ça. Vous savez, quoi que vous pensiez de ces sujets-là, sur le pacte de Marrakech, je ne veux pas rentrer dans le fond du sujet parce que chacun peut avoir des opinions différentes. Il y a juste un problème. Moi, je me fous de savoir ce qu'il y a peur à la limite. Ce que je ne comprends pas, c'est que ça n'ait pas été au moins soumis à la discussion de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et d'ailleurs, quand le gouvernement ne refuse de soumettre ce sujet-là au débat national, c'est lui qui fabrique toutes les suspicions, toutes les craintes possibles, imaginables sur le sujet. On aurait dû, nous les députés, débattre de ce sujet. C'est un sous-secrétaire d'État que personne ne connaît, qui est parti signer le pacte de Marrakech au nom de la France. Et justement, est-ce que vous n'êtes pas en train de vivre ce que les citoyens... Est-ce que vous n'êtes pas en train de vivre ce que les citoyens vivent avec l'État? Ça fait 18 mois que, comme député, je ne cesse d'être méprisé. Voilà, moi-même comme député. En particulier parce que j'ai pas le parcours de l'énarque, voilà, bref. Je me souviens, moi, d'une séance à l'Assemblée nationale, quelques semaines après que je sois arrivé à l'Assemblée. Et j'ai dit publiquement que moi, ce que j'avais appris, et je le dis clairement, ce que j'ai appris, je l'ai appris quand j'étais maire. Voilà, quand j'étais maire de la Bastille-Murat, c'est là où j'ai appris l'essentiel de mes colères, de mes convictions, enfin comme on apprend tous dans nos parcours. Et je me souviens du ricanement de beaucoup de mes collègues députés qui eux ont fait des grandes carrières dans les grandes entreprises que je respecte et qui simplement considèrent que c'était méprisable d'avoir été maire d'un petit village de 400 habitants et qu'au fond on était des gueux et des bouseux. Moi je le vis avec les représentants de l'État. Et vous savez, on a eu des sujets ici là. Quand on se bat contre des redécoupages de cantons, c'est vieux, mais moi je m'en souviens, quand on se bat pour faire en sorte d'avoir les intercommunalités qu'on veut, ça fait 1 an et demi qu'on se bat ici à la Bastille-Murat pour faire en sorte que le choix des maires, des conseils municipaux soit respecté, que les maires qui ont dit nous on veut telle intercommunalité puissent être entendus. J'ai collé le ministère au tribunal, Bailey à l'époque, l'a foutu au tribunal, il a perdu. Et malgré ça, on n'a toujours pas obtenu gain de cause aujourd'hui. Et ce mépris, moi je l'ai vécu au quotidien, sur des sujets qui peuvent vous paraître anodins, mais quand vous voyez qu'on a 30 conseils municipaux qui disent nous on veut exister demain comme ça, et que les représentants de l'État disent bah écoutez, vous savez, les délibérations des conseils municipaux, hein, après tout, nous on va vous expliquer comment il faut faire, parce que vous n'avez pas tout compris, vous êtes un peu limité, voilà. C'est ce que je vis depuis 18 mois. Et quand on défend la proposition de loi sur le handicap, que je passe 6 mois à y bosser, que tout le monde se met d'accord et qu'il n'y a que les députés de la majorité qui ne refusent même pas le texte, qui refusent de le débattre, qui font une motion de rejet préalable, ben, je peux vous assurer que vous sortez de là, vous les avez là. Et je vais vous dire très clairement, parce que je leur ai dit aussi, je pense que la haine, la colère, dont nous les députés on peut faire les frais, elle vient aussi de là. Moi j'ai vu beaucoup de familles handicapées dont les gamins sont en situation de handicap qui étaient furieux de ce qui s'est passé. Voilà. Et donc à un moment donné on récolte un peu ce qu'on sème aussi. Je ne justifie pas du tout les violences. En fait on vit la même chose. Alors, Mettons gilet jaune. Et moi ce que moi je peux faire, c'est continuer à faire mon job. Autant que je le peux. Et peut-être que dans 5 ans tout le monde me dira vous n'avez pas fait votre job, vous dégagez et on passe à quelqu'un d'autre. Mais je vais vous dire, chacun d'entre nous,
vous deviendriez député demain, vous vivriez exactement la même chose. Exactement. Moi, quand le mercredi soir, je reprends l'avion pour rentrer, mais vraiment, je vous le dis, et c'est sincère, il y a des soirs, quand vous rentrez de l'Assemblée nationale, vous vous demandez ce à quoi ça a servi. Il y a deux solutions dans ces cas-là. Ou on arrête de se battre, et ça fait 18 mois que dans l'hémicycle, ça m'arrive aussi de gueuler de temps en temps, quand vous passez 6 heures à entendre les mêmes bêtises, c'est vrai qu'au bout de 4 heures, il y a un moment où vous n'avez plus envie de grogner. Je me force à grogner, y compris jusqu'à la 6e heure, parce que je considère qu'il y a des trucs qui ne sont pas tolérables. Ça c'est le job qu'on a à faire. Après, ce qu'il faut, c'est que nous, y compris les députés, mais les citoyens aussi, on retrouve des modalités, des outils pour que, entre nous, on arrive à se reposer. Voilà. Comment on se fait entendre? Voilà, c'est ça le problème. Moi, je pense qu'il y a un vrai référendum, il y a plus que ça. Il y a la majorité qui à chaque fois déclare le tour. On fait quoi? Écoutez, moi, je vais vous donner deux exemples concrets parce que je n'ai pas la solution miracle. Il y a quelques mois, dans le département, tu sais, parce qu'on y a tous participé, on avait une vraie question, on a toujours une vraie question sur les fermetures d'écoles. Je vais voir des syndicats avec qui je ne suis pas forcément d'accord. Je vais voir des représentants avec qui je ne suis pas forcément d'accord. Et on dit, est-ce que vous êtes d'accord pour que pendant 3 mois, on fasse des états généraux de l'école rurale? On s'est réunis pendant 3 mois, toutes les semaines, à la Bassine Murat. La salle était archi pauvre, de gens qui avaient des idées très différentes. Et on est sorti de là avec une série de propositions extrêmement concrètes sur lesquelles tout le monde a réussi à se mettre d'accord. Pour moi, c'était pas habituel. C'était pas habituel d'avoir dans une salle, c'était compliqué parce qu'au début, on me parlait, etc. On a fini par se mettre d'accord. Ce recueil de propositions, aujourd'hui, là, dans quelques jours, il va nous permettre de refuser le deal que l'État nous avait proposé, qui est de dire on va continuer à supprimer les postes, mais on va vous donner quelques cacahuètes en contrepartie. Ça a été ces états généraux, on les a collectivement lancés, et ça a été une vraie réussite. Ça nous a permis collectivement de nous faire entendre et de dépasser certaines clivages. La semaine dernière, c'était samedi dernier, et ça c'était une proposition que j'ai faite quand j'étais en campagne électorale, c'était avant les Gilets jaunes. On a installé à Cahors un conseil des lotoirs. J'ai fait un appel à candidature il y a 2 mois. Il y a 200 lotoirs qui se sont inscrits au conseil des lotoirs. Je peux vous assurer que je connais les étiquettes politiques de beaucoup d'entre eux. Il y a le représentant des jeunes socialistes, il y a des gens avec qui je suis d'accord sur rien, quasiment sur rien. On s'est réunis samedi dernier, les 200 personnes, et je leur ai dit écoutez, voilà, maintenant, pendant 5 ans, vous allez m'accompagner. On va se voir tous les 2 mois. On va travailler sur des sujets. Vous allez vous coltiner les mêmes emmerdes que moi quand il faut faire une proposition de loi, parce que c'est compliqué de faire une proposition de loi, et on va y bosser ensemble. Moi, je vous fais la proposition, parce que ça avait été lancé avant les Gilets jaunes. Si vous voulez qu'il y ait un groupe de personnes, mais qui ne sont pas des Gilets jaunes, ils sont des citoyens, avec votre engagement de Gilets jaunes. C'est un symbole, si vous voulez rejoindre le conseil des lotoirs, je ne sais pas ce qui va en sortir. Ça s'est jamais fait. Ça s'est fait ailleurs dans un département du Nord. Si vous voulez en faire partie, Aurélien, on est d'accord avec toi au niveau local. Là, on est en action nationale. On veut que notre voix, au niveau national, soit entendue. Donc, on a des propositions claires. Le référendum citoyen, c'est un moyen clair, net et précis de pouvoir nous faire entendre. Donc, on veut un soutien de ta part à ce niveau-là, quoi. Et même si toi, l'Assemblée des Gilets jaunes, si vous arrives à l'Assemblée avec un gilet jaune, même si après, on s'en fout, mais qu'au moins tu nous supportes à ce niveau-là. Une amende. Je vais te dire. L'amende, je l'ai pris sur d'autres sujets. Justement, tu vois, même en scoutisme pour ton amende, On va se cotiser. que symboliquement, tu vois, tu arrives avec ton gilet jaune et que tu vas soutenir. J'ai pas peur des amendes. Non mais Futur Jean Lassalle. si t'es d'accord avec Futur Jean Lassalle. Ce que je veux, c'est que Jean Lassalle, ils mettent un gilet jaune. Ce que je veux aussi, c'est que quand on défend la loi sur le handicap, ils sont dans l'hémicycle pour nous filer un coup de main. Ce que je veux aussi, c'est quand on... Vous le direz. Quand on défend, quand on s'oppose à l'augmentation de la CSG, je veux aussi qu'ils soient dans l'hémicycle pour le voter. Voilà. Il faut que non seulement on mette un gilet jaune, mais qu'on vote. On peut sur toi là pour le gilet jaune à l'Assemblée. C'est enregistré, hein. Ça rappellera. Qu'est-ce qu'on pourrait y apporter pour que ça soit mieux dans le pays? Moi, je pense qu'il y a 2 choses auxquelles il faut être très attentif. D'abord, il faut qu'on ait une bonne représentativité de ceux qui vont demander le référendum. Alors, je pense qu'il faut qu'on ait une représentation géographique
c'est ce qui existe d'ailleurs dans d'autres outils. De dire il faut que toutes les régions, qu'on ait un minimum de citoyens par département, par exemple, qui soient représentés. Tirage au sort. Comme ils ont fait en Islande. En Islande, en 2008, ils ont mis leurs politiciens corrompus et les banquiers corrompus, ils les ont mis en prison. Ils ont fait un tirage au sort dans la population, ils ont tiré 500 citoyens qui ils ont dû tirer au sort des corrompus aussi. Et même dans le département. Non mais peut-être sauf que ils ont réécrit une constitution parce qu'on ne peut pas laisser écrire la constitution aux hommes politiques. C'est un texte qui est censé les encadrer. Okay, et on peut pas c'est comme si on essayait d'écrire le code pénal aux gangsters, c'est pas possible. C'est ça. Hein, non mais c'est un peu ça malheureusement parce qu'on l'a vu précédemment, les lois d'amnistie entre potes, on les a vu plein de fois ça. Okay, donc la constitution doit être écrite par les citoyens et pas par les hommes politiques. Alors là où on a peut-être un point de désaccord, c'est que moi la constitution de la 5ème République, je pense que si on la faisait fonctionner comme il faut, on n'aurait pas de souci. Après qu'on apporte des modifications, notamment le référendum d'initiative populaire, moi je dis, c'est un sujet sur lequel il faut qu'on se penche, de dire on doit avoir une représentativité dans chaque département. Pour éviter quoi? Pour éviter notamment que les départements très peuplés captent l'essentiel de l'initiative au détriment des autres. Qu'on ait cette représentativité. Qu'on ait une représentativité de génération aussi. Qu'on dise il faut qu'on ait toutes les tranches d'âge qui soient représentées dans les électeurs, les citoyens qui demandent le référendum. Là on a quelque chose qui peut être extrêmement intéressant. Après il faut qu'on voit aussi comment la question est rédigée parce que c'est facile de dire il faut que les citoyens du référendum d'initiative populaire décident de la question, mais il faudra réussir à mettre tout le monde d'accord pour arriver à trouver la question qui soit la bonne question. Donc il faut qu'on réfléchisse aux outils. Mais moi je vous ai dit deux choses qui sont importantes, notamment sur l'ISF, et vous me le ressortirez si c'est pas le cas. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de députés de ma famille politique, mais je le dis parce que c'est ce que j'ai toujours pensé, qui vous disent aujourd'hui, si on n'a pas les garanties, vraiment les garanties, que l'ISF, la suppression de l'ISF a rapporté quelque chose au pays, moi, je voterai pour le rétablissement de l'ISF. Voilà. Et je me pourrais peut-être engueuler dans ma famille, ça n'est pas grand-chose à faire, parce que je pense que, et symboliquement, et l'impôt a aussi une charge symbolique, il n'a pas qu'une charge financière, il a aussi une charge symbolique, ça veut dire quelque chose. Sur le référendum, si le débat arrive dans les semaines qui viennent, moi je suis banco pour le faire. Par contre, il y a un point, on en a parlé avec d'autres de vos collègues il y a quelques semaines, sur lesquels on aura peut-être une position divergente. On me dit beaucoup qu'il faut intégrer la proportionnelle intégrale pour faire en sorte de mettre en place l'élection des députés. Moi j'y suis hostile. Je vais essayer de vous expliquer juste pourquoi. Aujourd'hui les députés sont élus sur leur nom. Souvent par des vagues, mais élus sur leur nom. Ce qui veut dire que moi je peux être élu du Lot avec la personnalité que j'ai, avec l'étiquette que j'ai, alors que l'autre n'est pas vraiment une paire de droite. Bon, je suis élu aussi par des gens de gauche. La proportionnelle, c'est quoi? La proportionnelle, c'est les partis politiques qui décident d'une liste, il faut une liste nationale, et disent, voilà la liste nationale qui sera présentée aux électeurs. Et en fonction du score, les 2 premiers, les 4 premiers, les 10 premiers, les 20 premiers deviennent députés ou pas. C'est ce qui se passe pour les européennes aujourd'hui. Sur les européennes, on a recasé, je le dis, tous les partis politiques, ont recasé au Parlement européen tous les députés, tous les candidats députés qui n'avaient pas réussi à se faire élire sur leur nom. On les a recasés aux européennes. Pourquoi? Parce qu'il y a la proportionnelle. La proportionnelle, ça permet certainement d'avoir une représentativité de tous les partis politiques, c'est vrai. Sauf que ça provoque un truc, c'est que ce sont les partis politiques qui décident de qui va devenir député. Moi, justement, si on a un référendum d'initiative citoyenne, on peut justement imposer que ce soit pas du tambouille de partis politiques. Oui, mais à la proportionnelle, tu ne peux pas faire autrement, puisque mécaniquement, à la proportionnelle, il faut une liste et c'est le pourcentage. Et autant le référendum, je pense vraiment que si on veut rénover la démocratie, on a un truc à creuser fortement. Mais la proportionnelle, moi je pense que c'est un piège à gogo. C'est parce qu'on demande ici, on demande le référendum. Je le dis collectivement. Voilà. Parce que la proportionnelle, demain, c'est la meilleure garantie d'avoir des députés qui sont choisis par les partis politiques. Et la conséquence, c'est quoi? Moi, quand je suis à l'Assemblée, là, ce que je vous dis sur l'ISF, la proposition de loi que je vais déposer mardi sur les sans-abri, pourquoi est-ce que je peux me permettre de le faire? Je peux me permettre de le faire parce que c'est pas mon parti politique qui me dit demain c'est toi qui va être sur la liste en tête de liste ou pas. Moi ceux à qui je dois quelque chose, c'est les gens qui m'ont élu ici. Point barre. Mon parti politique, je le respecte parce que je suis loyal, mais il ne me donne pas d'ordre. Ce sont les citoyens à qui je rends des comptes. Si demain je suis élu à la proportionnelle sur une liste décidée par le parti politique, mais jamais je te dirai que je suis favorable au rétablissement de l'ISF parce que mon parti m'aura dit non, il ne faut surtout pas être favorable au rétablissement de l'ISF. Jamais je déposerai une proposition de loi sans demander l'avis de mon parti politique. Qu'est-ce qui se passe avec les députés Macron aujourd'hui? Tous les députés Macron depuis 18 mois ne pensent pas
ils réfléchissent pas. Ça fait 18 mois qu'ils prennent leurs ordres à l'Élysée. Qui les prend? Qui lève la main. Et l'Élysée les prend où, les ordres? Ah bah, là, dans la cascade, dans l'entonnoir. Parce que... À Bruxelles. Oui, dans les propositions très concrètes, il y a des pays européens dans lesquels on ne peut pas avoir été député sans avoir été maire. Bon. Mais moi, d'ailleurs, je l'ai dit au moment des campagnes européennes, des campagnes électorales, donc il n'y a rien de nouveau. Moi, demain, on me dirait, on va établir un système qui fait que personne ne peut devenir député sans avoir été maire ou conseiller municipal, parce que ça permet d'élargir les choses. Eh bien, je pense que ça ne ferait pas de mal à certains, parce que ça aurait évité d'avoir tous ces députés. Ça, pourquoi pas, mais... Est-ce que vous ne pensez pas que le système de représentation, parce que dans ce qui se passe actuellement, là il y a des gens qui s'expriment, ils n'ont pas été élus, ils arrivent quand même à se parler, à prendre un certain nombre de décisions, et on n'est pas dans un système complètement hiérarchisé. Est-ce que vous ne pensez pas que demain, il va y avoir une constitution républicaine qui va permettre ceci, ou l'affiner bien entendu? Est-ce que les règles du jeu constitutionnel, entre autres, ne vont pas être complètement bouleversées? Mais ce qui est sûr, c'est il faut les bouleverser. Le statu quo est plus possible, quoi. Le référendum d'initiative populaire, c'est quelque chose qui peut quand même assez fondamentalement proposer les choses. Je pense que c'est un véritable sujet. C'est la première réforme sur les droits de cité. Ce référendum-là, on est en train de le faire signer aux gens, aux citoyens. Une fois qu'on aura... signé pour oui, on le référendum. Oui, on le fait. Et une fois que c'est terminé, on vous l'amène. Et vous le montez? Ah, moi je le montrerai. Moi j'ai pas de souci. Sauf qu'on n'aura jamais la majorité des parlementaires pour le défendre. Nous, on le fait, on vous l'amène, parce qu'on sait que vous êtes lourd. Mais si vous avez 30 millions de signatures, l'Assemblée nationale ne fait pas le figure. D'accord, ça marche. J'ai dit la prochaine question au gouvernement. Alors les questions au gouvernement, il faut que vous... moi je veux bien la poser. Ce truc c'est que on a... Regardez le mardi et le mercredi comment ça se passe, chaque parti politique a un nombre de questions au gouvernement. Généralement, enfin nous les Républicains, on a 2 questions. Et en fait on tourne. Tous les députés tournent. Moi j'ai posé 3 questions au gouvernement depuis que je suis élu. Alors j'essaie de même poser pour un autre joker, mais j'ai des collègues derrière qui demandent aussi à pouvoir poser des questions au gouvernement, donc on n'y passe pas tous en même temps. Et vous voyez, sur les 3 questions au gouvernement que j'avais posées, la première c'était sur l'augmentation des APL, la diminution des APL. Vous pouvez regarder, c'était ma première question au gouvernement. J'ai dit ce que je pensais à Gérald Darmanin, ministre du budget. Vous pouvez regarder, c'est ma toute première question au gouvernement. Ensuite j'ai posé une question au gouvernement sur la loi Elan. Quand le gouvernement a supprimé l'accessibilité obligatoire dans les logements, parce que je trouve que c'est un scandale, c'est un cadeau qu'on a fait aux promoteurs, alors qu'on a des personnes en situation de handicap qui ont besoin d'accéder à leur logement. Et la 3e question que j'ai posée, c'était juste avant ma proposition de loi sur le handicap, en disant à la ministre en charge que j'imaginais pas que le lendemain, parce que c'était le jeudi, ils refusent de discuter de ce texte-là. Et le jeudi, ils ont refusé de discuter de ce texte-là. Mais sur ces sujets, autant que je pourrais poser des questions au gouvernement, je le ferai. Après, j'essaie de relayer ce qui me paraît être des préoccupations fondamentales. Là, vous voyez, en ce moment, je suis entré, et ça a été ma demande, un truc dont vous n'entendrez pas parler parce que c'est pas forcément très médiatique, mais j'ai commencé une mission parlementaire sur la question des droits fondamentaux pour les personnes sous tutelle et sous curatelle. Ça représente quelques millions de personnes dans notre pays. Je veux qu'on voit comment ces gens-là sont traités aujourd'hui, parce qu'il y a des situations qui sont juste absolument inhumaines et inacceptables. Donc pendant 6 mois, vous ne verrez pas, mais tous les mardis, tous les mercredis, j'auditionne, je rencontre des gens pour voir ce qui se passe sur ces sujets et faire en sorte d'avoir des solutions derrière. C'est des petites choses, mais le député il est là pour ça. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à inventer aussi localement des manières de... Alors, moi, ceux qui me connaissent le savent, quand vous avez besoin de me trouver, vous savez où me trouver. Y compris, je sais, mais quand je fais toutes les fêtes de village, depuis des années, on s'est assez généralement payé ma tronche parce que je faisais le tour des tables, etc. Je faisais juste remarquer à ceux qui se foutaient de ma gueule. C'était beaucoup plus facile d'arriver, de m'asseoir à la table d'honneur, vous savez, celle qui est toujours devant, la table des mariés, là où on se dit, on s'emmerde généralement, et surtout de n'être embêté par personne. Quand je fais le tour des tables, il y a des gens qui me disent du bien, il y a aussi les mecs qui veulent pas me serrer la main, il y a les types qui m'engueulent, à qui j'ai aussi à rendre des comptes de temps en temps, à qui je dis, écoutez, voilà pourquoi je l'ai fait, pourquoi je me fais engueuler, ça me fait du bien, ça fait partie de la vie. Il faut qu'on arrive aussi à conserver ce lien-là,
le Conseil des lotois, moi je vous fais l'invitation. Si vous voulez y participer, vous êtes les bienvenus. Parce que ça nous fera du bien aussi de pouvoir se poser de temps en temps sur des sujets et de voir, y compris que je vous fasse partager mes difficultés. Quand là, vous voyez, je dépose la proposition de loi sur les sans-abri, pendant 6 mois, ça a été super compliqué. J'ai travaillé avec des spécialistes pour voir comment c'était techniquement possible. Parce que notamment, il y a un droit constitutionnel qui est le droit de propriété. Est-ce qu'on peut contourner ce droit de propriété ou pas? Voilà, enfin, on a des règles à respecter. Donc moi, je demande que ça, de le faire partager, de faire partager mes doutes aussi, parce que c'est pas tous les jours, voilà, c'est parce que vous mettez une cravate, vous êtes sûr de vous, quoi. Alors, nous, on a rencontré à Figeac la députée Madame Tignan, vous savez. On l'a vue à l'Assemblée, elle n'a pas du tout défendu quoi que ce soit. Est-ce que vous vous rencontrez pour parler quand même de ce qui se passe quand même dans le Lot et les doléances, parce qu'on a fait les cahiers de doléances, vous le savez très bien. Oui, je les ai reçus. Voilà, on a tout fait et vous n'avez pas de communication ensemble? Moi, écoutez, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était sur la proposition de loi handicap, où je lui ai fait remarquer que je ne comprenais pas qu'elle ait pu voter la motion de rejet sur la proposition. Ça, on le sait, elle est avec Macron, ça on savait très bien qu'elle allait voter contre. Par contre, à l'Assemblée, quand elle a parlé de nous, les Gilets jaunes, sur le territoire, j'estime qu'elle aurait pu prendre parti avec vous, parce que vous venez sur le terrain, vous avez vu déjà 2 fois, et que c'était important d'avoir une discussion ensemble, parce que vous êtes tous les 2 députés là, sur le secteur du Lot, et ça aurait été bien que tous les 2 vous mettiez d'accord sur des projets et de remonter les projets que nous ici on demande. C'est surtout ça quoi. Et oui, mais même que ça soit pas le même parti. C'est quand même les députés du Lot, ils sont là quand même pour nous représenter. Donc on a eu quelques épisodes où moi j'ai voté, j'ai 2-3 sujets en tête où j'ai voté dans l'hémicycle avec des gens qui n'avaient pas mes idées politiques. Et ça m'a pas empêché de dormir le lendemain. Au contraire, j'ai plutôt bien dormi parce que j'étais en accord avec ma conscience. Quoi. Voilà. Bon, et c'est tout. Et moi, ce que j'ai beaucoup reproché, c'est pas seulement ma collègue, c'est à tous les députés En Marche, tous, un par un. Vous savez, quand ils sont arrivés, on nous a dit, au fond, c'est une génération qui n'a jamais fait de politique. D'ailleurs, ils le répètent beaucoup, ça. En disant, on n'a jamais fait de politique, donc en clair, c'est un peu ce qu'on disait. On est pur, quoi. On est pur, ouais, mais sauf qu'ils sont tellement purs que pendant 18 mois, ils ont levé la main, laissé la main, obéi aux ordres. S'ils avaient eu peut-être un peu de vie politique avant, peut-être qu'ils auraient acquis une liberté. Parce que hommes de terrain. Ça s'apprend aussi. Enfin, je veux dire, moi, ce que je sais faire aujourd'hui comme député, je l'ai appris, et notamment comme maire. C'est là où j'ai appris le plus de choses. Je suis pas un génie, j'ai pas fait des études qui m'ont permis d'être un techno hors pair. Et tu avais raison de dire tout à l'heure que la reprise en main du pouvoir technocratique dans ce pays, depuis 18 mois, c'est un truc effrayant. C'est un truc effrayant. Quand je vois les technos partout, et j'ai du respect pour leurs compétences, mais simplement il y a les technos et les politiques. Ouais, mais dans quel but ils font ça aussi? Ces techniciens, ils font pas ça pour se faire plaisir et gagner leur rond de cuir. Ils rendent bien service à quelqu'un dans ce mécanisme-là. Oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont payés pour mener une politique qui n'est pas la politique même des gens qui ont été élus. Le vrai problème, c'est la déconnexion avec les réalités. C'est juste ça. Mais d'ailleurs, je vais vous dire, ça nous toucherait tous de la même manière. Moi, par exemple, je refuse de passer plus de 3 jours par semaine à Paris. Voilà, je le refuse. Au début, quand on est arrivé à l'Assemblée, ça faisait partie des propositions. On nous proposait de passer toute la semaine à Paris. Moi, je veux pas. Je ne veux pas passer plus de 3 jours par semaine à Paris. Pour une raison simple. C'est que si physiquement, et tous, je vous mets au défi d'être en pareille situation, si vous passez 5 ans à passer votre semaine à l'Assemblée nationale, à être dans une bulle, parce que c'est une bulle, et c'est comme ça, c'est pas possible autrement. Bon. Et bien, je peux vous assurer que malgré tous les parcours que vous avez, les situations, vous finissez par être totalement déconnecté des réalités. Totalement déconnecté. Et beaucoup de nos grandes technos n'ont vécu que dans ces milieux-là. Que dans ces milieux-là. Et donc, mais c'est ce qui fabrique aussi cette déconnexion. Moi, je veux bien travailler avec vous sur... Alors, j'ai une possibilité, moi, individuelle, comme député, de déposer une proposition de loi. Là aussi, il faut comprendre comment ça fonctionne. Donc, mardi, je vous disais, je dépose une proposition de loi sur les sans-abri. Je peux vous faire le pari qu'elle ne sera jamais examinée. Pour une raison très simple, c'est que c'est pas moi qui détiens l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Moi, j'ai découvert ça quand j'ai pratiqué en arrivant à l'Assemblée nationale. Vous déposez une proposition de loi où c'est le gouvernement qui l'inscrit à l'ordre du jour.
ou alors chaque parti politique a ce qu'on appelle une niche parlementaire, c'est-à-dire une journée tous les 3 ou 4 mois, je crois, durant laquelle chaque parti a le droit de déposer sa propre proposition de loi. C'est ce qui avait fait, d'ailleurs, que j'avais pu, moi, défendre la proposition de loi sur le handicap. Vous avez vu le résultat. Motion de rejet préalable, c'est-à-dire on vote une motion pour ne même pas discuter le texte. Donc ce que je veux dire par là, c'est que moi je viens de travailler sur une proposition de loi pour faire avancer le sujet concernant le référendum d'initiative populaire. Moi je veux bien qu'on se voit, y compris dans le cadre du Conseil d'auteur, parce qu'on a prévu de réfléchir à ça. Pour voir comment on peut trouver, ce ne sera pas parfait, mais une piste de proposition de loi qu'on versera au débat. Il y a peu de chances qu'elle aboutisse, mais ça peut permettre de contribuer au débat. Ça, moi, je suis prêt à ce qu'on le fasse ensemble. J'ai aucune difficulté. Je vais prendre quelques rendez-vous et on le réfléchit. Je commence à y réfléchir moi aussi, techniquement, pour voir comment on peut le faire. Pour le reste, au moment de l'affaire Benalla, vous n'en souvenez peut-être pas, mais... oui, l'affaire Benalla, on s'en souvient tous, mais on était en train d'examiner une réforme constitutionnelle. Le président de la République avait proposé une réforme constitutionnelle qui consistait à plusieurs choses. Une petite dose de proportionnelle, je vous ai dit ce que j'en pensais, la réduction du nombre de députés et tout un arsenal de dispositifs qui redonnaient des pouvoirs au gouvernement et au président de la République et qui réduisaient les pouvoirs du Parlement, notamment sur l'ordre du jour dont je vous parlais tout à l'heure. C'était pire encore. Benalla est arrivé, il nous a, de ce point de vue, sauvé de la situation, le texte a été publié. Ce texte, il va revenir normalement au début de l'année. Moi, je considère que les députés devraient détenir l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. C'est eux qui devraient inscrire à l'ordre du jour. En bonne part, le gouvernement doit pouvoir le faire aussi. Ou le peuple aussi. Oui, mais c'est ça le principe de... Oui, mais attends. Jusqu'à présent, ils ne nous ont pas bien représentés. Si les députés font bien leur job... Oui, mais si, malheureusement, c'est pas le cas. Oui, malheureusement. Il y a quelques individus qui sortent du lot, mais la majorité ne le fait pas au bout. Là, la manière de faire en sorte que les citoyens, directement, puissent avoir une main sur l'ordre du jour, c'est le référendum d'initiative populaire dont on parlait tout à l'heure. Alors là, tu vois, c'est une piste. On peut aussi imaginer que c'est pas forcément un référendum, mais on a deux solutions. On peut aussi avoir le référendum avec ce que ça implique comme organisation, faire voter tous les citoyens. On peut aussi avoir un vote des citoyens qui oblige l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Les deux sont compatibles. Voilà. Tu vois, ça, mais en discutant, c'est des options qui sont possibles et qui ont du sens. Parce que si les députés font bien leur job, après tout, une initiative inscrite à l'ordre du jour par les citoyens, par un recueil de citoyens suffisant, c'est quelque chose qui a du sens. Alors on en discute quand? Et quand vous voulez. Quand vous voulez, moi j'ai aucun problème avec ça. Action, réaction. Quand vous voulez. Donner un rendez-vous et on en parle. Je fais signe à Joris dans les jours qui viennent pour qu'on trouve un moment. On se met autour d'une table pendant 2 heures, on commence à réfléchir. Ce que je vous propose, c'est que vous me laissiez une grosse semaine, et moi j'essaie de voir aussi juridiquement qu'on ait des éléments, parce que sinon on va partir dans le vide. Et on se voit d'ici une semaine. Moi je suis prêt à ce qu'on commence à travailler sur ça. Je vous refais la proposition une fois de plus. Il y a un conseil d'élotoire qui réunit des gens très variés. Si vous voulez... Comment on fait pour y être? Alors, on l'a installé il y a une semaine et on va refixer les prochaines dates au début de l'année. Oui, parce qu'on n'a pas d'informations. Le problème est là, c'est ça. On a diffusé autant qu'on a pu l'info il y a plusieurs mois pour que tout le monde s'inscrive. Comment on fait pour y participer? Non, on l'avait fait. On l'avait refait. Il faut que je vous donne le numéro de mon collaborateur qui s'occupe de ça et puis vous manifestez. On a bloqué. En fait, on a lancé les candidatures il y a 2 mois. On a fait de la pub autant qu'on a pu, mais avec les moyens que j'ai. C'est pour tous les gens du Lot ou que ceux du Cahors? Tous les gens du Lot, il y a des gens du sud et du nord du département. Et contrairement à ce que disait... On va bloquer et on va dire à tout le monde de partir parce que ça sera hors de question. La dernière fois, je suis venu. Oui, mais moi, il n'y a pas 750. Mais ça, c'est effectif, c'est 750 € d'amende, c'est vraiment parce que le sous-préfet n'était pas au courant. C'est ce qui a été dit ce matin. Je me suis fait engueuler très sérieusement, après ça n'a pas fait peur du tout, mais pour vous dire un peu les choses. Quand je suis allé à Franck-Coulès, après que je sois venu me voir à Montfaucon, François m'a posé des questions, je sais plus, et à un moment on m'a dit est-ce que vous trouvez que c'est grave que les barrières de péage soient levées? Et j'ai répondu, on trouvait le truc, j'ai dit écoutez, c'est illégal. Oui, actuellement c'est illégal, mais je ne pleurerai pas sur le fait qu'ASF perde un peu d'argent au regard de ce que l'État
le contribuable a pu refiler aux ASF au moment où on a. Parce que les autoroutes, c'est les Français qui l'ont payé depuis très longtemps. Bien d'accord. Et quand vous regardez, J'estime qu'on peut ouvrir les barrières vu que c'est nous, les citoyens, qui l'avons payé. j'ai reçu. Bah ouais. Donc c'est une réquisition en fait. C'est une réquisition populaire. Des ASF. Acquisition populaire, ouais. Députés, bon, c'est grave quand même. Je le redis très clairement, je ne pleure pas sur le sort d'ASF quand je sais à la fois ce que l'État a cédé à ASF et quand je vois Les milliards qui se font de depuis bénéfices. plusieurs années l'augmentation du prix du péage, parce que moi je me le coltine toutes les semaines, du prix du péage, la dégradation du service. J'ai posé une question il y a quelques semaines écrite à l'Assemblée nationale. Quand vous prenez le ticket de péage ici, vous prenez le ticket de péage pour 3 voies, pouvoir rouler à 130 km/h et des conditions de sécurité optimales. Je considère qu'à chaque fois que l'ASF, je le dis très clairement, ferme une voie parce qu'ils font des travaux, on devrait être dédommagé. Quand vous allez à la piscine ou je ne sais où pour un service chez le coiffeur et qu'on vous coupe que la moitié des cheveux, vous ne payez pas l'entièreté du service. Voilà. C'est pas une taxe, c'est du commerce. Surtout que nous, en ayant dans la rive, c'est vrai qu'elle est toujours en travaux. Le tunnel, là, il est toujours fermé. Oui, il est toujours fermé. Tout à l'heure, moi j'ai pas un accès très direct à la presse non plus, parce que je suis pas forcément toujours d'accord avec eux, donc parfois aussi on me retient un peu l'information. Mais c'est pas grave. On vit exactement la même chose, je vous assure. C'est pas ce que j'appelle un journaliste qui passe l'info que je lui passe. Au contraire parfois. Ça, les infos. Je vais vous donner les coordonnées. Alors ce qu'on va faire, on va faire ça. Vous choisissez entre vous un nombre de personnes, 5, 6, j'en sais rien, peu importe, qui souhaitent y participer. Vous me le faites remonter par l'un ou par l'autre, par Joris. J'ai juste besoin du mail de chacun, du nom, du prénom et de l'adresse, la commune où vous habitez, l'adresse postale, on s'en fout, et le numéro de portable. Et moi je vous fais inscrire et on vous met dans la boucle, vous allez recevoir les infos qui vont arriver dès le mois de janvier. Ce qu'on a dit au dernier conseil des citoyens, c'est que pour choisir les thèmes qui allaient nous occuper dans les 6 mois qui venaient, on allait faire une votation sur un site internet qui permet de le faire. Donc là on en est là aujourd'hui, les différents membres vont choisir chacun les 3-4 thèmes qui vont être à l'ordre du jour. Donc vous choisissez 6 personnes, 7, j'en sais rien, comme vous voulez, et moi je vous intègre dans le conseil.